Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui va interviewer des sportifs incroyables et au parcours hors du commun. Le but de ce podcast, c'est de vous partager leurs secrets, leur vie, d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer des conseils pour votre vie personnelle et sportive. Si vous aimez le sport, le dépassement de soi, l'aventure, le fait de sortir de sa zone de confort, je suis sûr que vous allez tout simplement adorer ce podcast. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Guilbaud Colas. Guilbaud est un skieur boss professionnel maintenant à la retraite. Il a été champion du monde, mais son parcours n'a pas été toujours facile. Comme il le raconte dans cette interview, il s'est blessé 2 fois très gravement et a été poussé de sortir des pistes pendant de très longs mois. Et pourtant, quand il est revenu, à chaque fois, il a réussi à retrouver un niveau extraordinaire. Il nous parlera aussi de son excès de confiance qu'il a eu aux Jeux Olympiques et qui l'a empêché d'atteindre son rêve, la médaille d'or. Et enfin, nous avons abordé sa reconversion puisque, en effet, Guilbaud a monté une super marque, surtout un super produit qui s'appelle ActiveBase. Vous verrez, c'est des petites chaises qui permettent tout simplement de lutter contre la sédentarité et de lutter contre l'amnésie musculaire qu'on peut avoir quand on passe toute la journée assise. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez pas trop rester assis, que vous avez un petit peu la bougeotte, je vous recommande vraiment ces produits. J'ai mis quelques photos sur Instagram et je vous mettrai aussi dans la newsletter. Du coup, j'en profite pour vous parler du compte Instagram extraterrien.podcast. Vous y retrouverez toutes les coulisses du podcast. C'est un excellent moyen aussi d'échanger avec moi et de me faire vos retours. Et la newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. Enfin, juste avant de commencer l'interview avec Guilbaud, j'ai plusieurs messages à vous faire passer. Vous le savez très bien, un exploit se fait toujours en équipe et grâce à un excellent public. Donc si vous aimez le podcast, vous pouvez tout simplement en parler autour de vous, à vos amis sportifs ou non. Vous pouvez aussi le noter sur l'application iTunes, c'est l'application de référence et du coup c'est celle qui m'aide le plus. Si vous n'avez pas de téléphone Apple, je compte sur vous pour prendre le téléphone d'un ami et de le faire à sa place. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, vous pouvez aussi très facilement le partager en story sur Instagram. Donc si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis de cette façon. Taguez-moi en taguant le compte extraterrien.podcast et je repartagerai votre story. Allez, je laisse tout de suite place à mon invité du jour, Guilbaud Colas. Allez, salut Guilbaud. Salut Barthélémy, ça va ? Ouais, super bien, et toi ? Ça va, nickel. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris 1 heure pour moi aujourd'hui. Là, tu es monté à Paris pour le business. Tu as monté une boîte qui s'appelle ActiveBase. C'est ça. Voilà, on va revenir dessus. Mais comme je te disais à l'instant, je commence tous les épisodes par une petite question pour mettre un petit peu dans le bain et retracer un petit peu de façon chronologique ton parcours. Et du coup, je voulais savoir quel était ton premier souvenir de sport. Mon premier souvenir de sport, c'est en 92. Je regardais les Jeux Olympiques d'Albertville et donc je suivais Fabrice Guy. Fabrice Guy qui était porte-drapeau d'ailleurs pendant ces Jeux Olympiques et qui a remporté la médaille d'or. Et donc ça m'a beaucoup marqué, ça m'a vraiment donné envie de faire du sport et de faire du sport de haut niveau. Bon, c'est une discipline qui est totalement différente de la mienne. Et voilà, donc ça m'a vraiment donné le goût au sport de haut niveau. OK, tu as eu la chance de le rencontrer ? Ouais, j'ai eu la chance de le rencontrer. On est consultant aussi pour France Télévisions sur les Jeux Olympiques d'hiver. Donc oui, on se connaît très très bien. On est copains et je suis très fier d'ailleurs. Ouais, super. En tout cas, ça a l'air d'être quelqu'un de très chouette et très authentique. Donc, c'est exactement ça. Passionné, généreux, qui aime transmettre. Et c'est vraiment une belle personne. Ok, d'accord. Et du coup, t'as commencé comme lui ou à partir de quel moment, enfin plutôt ma question, c'est à partir de quel moment tu t'es orienté sur le ski de boss ? Parce que toi, tu fais du ski de boss. Alors, à partir de quel moment ? Donc, c'était fin des années 90, fin des années 90, j'étais à Champs-Rouge, je skiais tout le temps tout seul. En fait, c'était un petit peu mon surnom, c'était le loup solitaire. Je skiais tout seul. Tous mes copains, ils étaient en club de ski alpin. Et moi, je voulais pas faire de l'alpin. J'avais fait 1 année et voilà, j'aimais pas trop l'ambiance, ça me convenait pas. Et j'ai rencontré en fait par hasard Frédéric Bernard, qui était mon premier entraîneur de ski de boss à Champs-Rousse, donc dans une petite station dauphinoise, et qui m'avait proposé de faire un show en fait, une démonstration de big air. Donc c'est un gros saut qu'on faisait pour le jour de l'an.
pour la station de Champs-Rousse. Donc il m'avait proposé de venir faire le show, parce qu'il m'avait repéré. Donc je l'ai fait. Le soir même, il m'a dit si tu veux, demain il y a entraînement. Si tu veux faire des bosses, si tu veux tester, c'est avec grand plaisir. Donc j'y suis allé. En fait, je l'attendais en bas des pistes, de la piste de boss, pardon. Et il neigeait. On avait déjà posé au moins 40 ou 50 centimètres. Et donc il arrive. Il déboule la piste en fait de boss avec de la poudreuse. Donc c'était magnifique. Les genoux remontaient, la neige lui montait dans le visage. C'était très très fluide. Et il arrive en bas et il me dit aujourd'hui c'est puff. Donc en fait on est parti faire de la poudreuse tout l'après-midi. Donc on s'est vraiment régalé. C'était super sympa. Et en rentrant le soir, j'ai dit à ma mère, je m'inscris au ski de boss, sachant que j'en avais même pas fait en fait. J'avais fait de la poudreuse, mais j'avais trouvé l'ambiance top et puis voilà, on profitait des éléments que la nature nous offrait, de la poudreuse. C'est pas tout le temps fréquent, donc on en a vraiment profité. C'était super sympa. Donc j'ai aimé sa philosophie. Du coup, je me suis mis au boss petit à petit. Puis j'ai gravi les échelons et voilà, donc peut-être qu'on va en revenir, je sais pas. Ouais, bien sûr, ouais. Mais il y avait beaucoup de jeunes à l'époque qui pratiquaient déjà le ski de boss. Parce que déjà, t'avais quel âge? Alors j'avais 13 ans. Donc oui, il y avait beaucoup en fait dans les stations savoyardes et haut-savoyardes, il y avait beaucoup de clubs à l'époque qui faisaient des bosses. Donc on avait beaucoup de un gros réservoir, on va dire plus en Savoie et Haute-Savoie. OK. Ouais. Ok, d'accord. Donc toi, 13 ans, et tu vas voir ta maman, et elle a pas flippé quand même? Parce que... Non, elle m'a dit ok, super. Elle était peut-être même, je pense, contente que je trouve quelque chose, un sport qui me plaise. Ouais. Ça allait peut-être permettre de me canaliser. J'étais, on va dire, à l'école un petit peu dissipé. J'avais du mal à me concentrer et à écouter, on va dire. Donc voilà, je pense qu'elle était contente et soulagée de se dire qu'il y avait quelque chose qui me plaisait. Ok. Voilà. Ah, mais c'est génial. Enfin, Ouais. tu vois, moi, je me reconnais un petit peu en toi parce que j'étais aussi un peu dissipé D'accord. à l'école et j'ai pas eu des parents qui étaient toujours très contents pour ça. Et c'est vrai que ça les rassure quand il y a quelque chose qui te permet un peu de te canaliser à côté. Et j'imagine que tu as commencé la compétition assez rapidement. Dès la 2e année, je me suis mis à la compétition. Donc c'était des critériums jeunes, hein, c'était des petites courses jeunes. À l'époque, il y avait Candide Tovex, le skieur, on va dire le prophète un peu dans beaucoup de disciplines, hein, qui a été champion du monde de freeride, de freestyle, qui a remporté les X Games un peu dans toutes les disciplines, halfpipe, slopestyle, big air. Donc oui, lui, il raflait tout à l'époque et il a vite décidé d'arrêter pour justement se mettre à ces nouvelles disciplines freestyle. Donc ça nous a laissé, on va dire, à nous autres la place. Donc voilà, après j'ai vite gravi les échelons. À 15 ans, j'ai remporté le circuit Critérium Jeune, à 16 ans, circuit Coupe de France, à 17 ans, circuit Coupe d'Europe. Et puis après, voilà, je suis arrivé sur le circuit Coupe du Monde et j'ai mis un petit peu plus de temps à le gagner. Ok. Et c'est à quel moment que tu t'es commencé à te dire, ok, c'est le haut niveau, je peux être champion du monde, je peux faire partie de l'élite mondiale? Parce que j'imagine que le jeune enfant de 13 ans qui découvre le ski de boss et qui découvre la puff, tu vois, il se dit pas tout de suite qu'un bel avenir va lui être promis, tu vois. Non, c'est sûr. C'est à l'âge de 17 ans, quand j'ai remporté le circuit Coupe d'Europe, où là, je me suis dit, bon, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose. Donc, je m'étais vraiment... C'est vrai que la transition de 17-18 ans, c'est là où je me suis... professionnalisé, on va dire. Vraiment, j'ai tout mis en place pour essayer d'être le meilleur. Bon, ça a mis vraiment du temps à aller chercher les premiers podiums en Coupe du Monde. Savoir la différence entre le circuit Coupe d'Europe et le Coupe du Monde, il y a un monde. Okay. Donc c'est vrai, quand je suis arrivé sur le circuit Coupe du Monde, il y avait des jeunes Américains, des jeunes Canadiens, des Australiens aussi, Finlandais, enfin voilà, un peu toutes les nations brillaient. Et donc c'était très 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 compliqué d'aller chercher même des finales. À l'époque, c'était des top 12 en Coupe du Monde. Donc c'était très compliqué. Et oui, bon, on va dire que la première année de Coupe du Monde, j'ai pris une bonne claque et je crois que j'ai fait même que 5 Coupes du Monde. Et j'ai décidé de lever le pied et je suis reparti en Coupe d'Europe parce que le niveau était trop élevé, j'étais pas du tout dans le coup. Ok. Mais qu'est-ce que tu te dis justement à ce moment-là Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Déjà, je me suis dit, bon, lève le pied, profite.
Il y avait quelques 2 ou 3 coupes d'Europe, j'ai préféré pas les faire et je suis revenu plus sur la fin de saison sur les coupes d'Europe. C'était une année difficile parce que j'avais pas eu l'habitude de me prendre des claques. J'avais gagné le circuit Critérium jeune, l'année d'après le circuit Coupe de France, l'année d'après le circuit Coupe d'Europe. Donc pour moi, mécaniquement, je me disais que j'arrivais sur le circuit Coupe du Monde, j'allais gagner le circuit Coupe du Monde. Mais non, c'était pas comme ça que ça marchait. Avec le circuit Coupe du Monde, il y avait vraiment du niveau. Donc je me suis dit il faut que tu t'entraînes plus, il faut que tu sois plus rigoureux, il faut que tu mettes tout en place et que tu t'énerves pas surtout. Et voilà, donc après j'ai continué bien sûr à travailler, à croire en moi et à essayer de puiser, d'essayer de trouver le petit détail. Le sport de haut niveau, on sait ce que c'est, c'est du détail. Et il faut essayer d'optimiser au maximum. Et voilà. Et on y est arrivé au bout de, je crois que c'est pratiquement 10 ans de circuit Coupe du Monde. Ouais. Et du coup, comment tu peux nous expliquer un petit peu ces 10 ans, comment est-ce que tu as réussi à optimiser chacun de ces critères, comment améliorer chacun des détails, est-ce qu'il y a des choses particulières que tu as mis en place, des routines qui t'ont permis d'y arriver? Ouais, déjà j'ai appris à me connaître. Ça c'est important. Donc on a travaillé donc avec la Fédération française de ski, on avait un préparateur mental donc qui était là aussi pour qu'on apprenne à se connaître, pour avoir justement notre petit rituel, comme tu dis. Optimiser au maximum. Voilà, moi je suis un lève-tôt, j'aimais bien avoir du temps le matin. Donc j'étais souvent levé 45 minutes, 1 heure avant tout le monde. Voilà, et je me faisais mes exercices de visualisation, je relisais mon cahier d'entraînement. Voilà, je faisais des séances par exemple de complexe, des étirements, un échauffement plus long aussi. Donc j'essayais vraiment d'optimiser au maximum pour être le plus performant possible. Ok, génial. Et tu peux nous raconter un petit peu à quoi ça ressemble un exercice de visualisation? Un exercice de visualisation, après ça va dépendre un petit peu des personnes. On peut le faire en actif, on peut le faire en passif. Moi je le faisais plus en passif à la fin, couché dans mon lit où je me mettais un peu, dans un état limite second, très concentré, et je visualisais en fait mes runs. Ouais. Donc ça, je l'ai fait beaucoup quand j'ai été blessé en 2010. 2010, j'ai eu des problèmes de dos, je pouvais plus skier. Donc j'ai vraiment en fait skié, mais dans ma tête. Donc je visualisais les pistes et je me mettais. Donc ça dépendait parce que des fois nous on court la nuit, des fois on court quand il fait mauvais, quand il fait grand beau, à l'ombre, quand la neige elle est dure, quand il y a de la poudreuse, quand il neige, quand il pleut même. Donc j'ai essayé en fait, je me faisais de la visualisation sur un peu toutes les pistes de la Coupe du Monde, sur tout le circuit, pour arriver justement et me dire, celle-là c'est bon, je l'ai bouffée, j'en ai fait des kilomètres, et ça m'a vraiment aidé, parce que je suis arrivé avec une fraîcheur physique et même mentale. J'avais vraiment de l'envie et j'avais de la confiance parce que j'avais skié dans ma tête, mais j'avais vraiment skié. Et c'est vrai que je suis arrivé sur ça, c'était donc en 2010. Je suis arrivé sur les premières Coupes du Monde et j'étais vraiment confiant et avec cette fraîcheur. Ok. Je pense qu'on a vraiment tous besoin, et il y a souvent des athlètes qui lèvent le pied, qui se font une année par exemple sabbatique pour justement sortir peut-être de leur train-train routinier et puis revenir aussi avec l'envie, avec plus d'énergie. Après ça va dépendre des profils, ça va dépendre des personnes. Nous aussi on fait un sport qui est traumatisant, donc il faut aussi savoir s'économiser. Moi j'avais tendance à faire beaucoup de ski, de la quantité, donc mon corps ramassait plus que les autres vu que je faisais plus de volume. Donc je pense que ça a été aussi une alerte. Mon corps m'a dit tu peux plus, travaille différemment, et ça m'a apporté énormément, et j'ai changé même techniquement en ski. J'ai retrouvé un ski mieux placé, plus fluide, et puis beaucoup plus de confiance, et même le fait d'avoir eu vraiment des gros problèmes de dos, je savais pas si j'allais arriver à revenir aussi au haut niveau. Donc ça m'a permis aussi de relativiser et de skier sans pression. Okay. D'arriver et de se dire prends ce qu'il y a à prendre maintenant, c'est que du bonus. Tu peux reprendre des départs, tu peux skier, profites-en. Et voilà, donc c'est vraiment à partir de 2010 où je trouve que j'ai évolué, où j'ai skié différemment, et j'ai été
plus réfléchi. Ok, mais c'est marrant ce que tu dis parce que hier j'ai lu une étude sur des bodybuilders Ouais. qui on a fait un test on a pris il y a 2 lots de bodybuilders et sur un des lots pendant un mois on les a pas fait du tout s'entraîner mais s'entraîner juste mentalement tu vois. Et en fait qu'est-ce qui s'est montré, c'est qu'au bout de 3 mois ceux qui avaient fait une pause de un mois en fait avaient progressé beaucoup plus Bien sûr. que ceux qui avaient en fait justement pas fait cette pause et qui avaient fait juste de l'entraînement un peu quantitatif comme tu le disais et qui n'avaient pas du tout fait cette préparation mentale. Donc tu vois, ça me fait penser à ça. Je me trompe pas alors. Ouais. Et du coup tu reviens en pleine forme, tu reviens plein d'énergie. Ouais. Tu prends tout ce qu'il y a à prendre. Et c'est en 2013, il me semble, que tu deviens champion du monde. 2011. 2011, ouais, pardon. c'est en 2011. Vraiment l'année après, quoi. Ouais, alors en fait, l'année 2010, je suis arrivé. J'ai pas fait les 2 premières coupes du monde parce que justement, je commençais à rosquer, à reprogrammer mon corps en douceur. Donc, je faisais que du plat. Je bouffais du petit virage, du placement sur du lisse, pas dans les bosses. Voilà. Et pendant que les autres prenaient des départs en Coupe du Monde, donc j'ai décidé de pas faire j'ai fait l'impasse sur les 2 premières Coupes du Monde. Je suis arrivé sur la première Coupe du Monde à Calgary et je me sentais vraiment bien sur les skis. J'étais vraiment mieux. Et j'avais cette envie, j'avais cette banane, c'était trop excitant de reprendre le ski. Et donc sur la première Coupe du Monde, je fais 4. Donc j'étais quand même très satisfait sans avoir skié de l'été, aucune préparation aussi l'automne, que de la préparation physique et de la visualisation. Donc j'étais très satisfait. Il y en avait une deuxième à Calgary, je fais 5e. Je me dis c'est super. Ouais. Il y avait les Jeux Olympiques de Vancouver, c'était vraiment l'objectif d'aller chercher une médaille à Vancouver. Donc il fallait que je monte en puissance. Donc je voyais que j'étais vraiment dans le coup. La 3e, je crois que je fais 2e. Donc sur le podium dès la 3e Coupe du Monde. Donc je me suis dit waouh, c'est génial. Sachant que j'avais que 5 Coupes du Monde avant les Jeux Olympiques et les 2 dernières avant les Jeux, je les gagne. Donc j'ai fait une montée en puissance qui était pratiquement parfaite. Hein. Et en gagnant les qualifications, la finale, donc j'étais vraiment dans le coup. Et aux Jeux Olympiques, je passe à complètement à côté. Bon, je gagne les qualifications aux Jeux de Vancouver et à la finale, je sors de mon programme. En fait, au lieu de faire ce que j'avais à faire, j'étais un peu en excès de confiance en fait, parce que j'ai pas réussi à vraiment me concentrer sur mon programme, sur ce que j'avais à faire. Là, et je l'ai dit, en plus, je m'en souviendrai toute ma vie à mon entraîneur. Au départ, je lui ai dit avant la finale, j'ai dit maintenant, je vais leur montrer ce que c'est du ski de boss. Et c'est à ce moment-là que je suis sorti en fait de mon programme, où je voulais plus créer un fossé entre le premier et le deuxième que de faire ce que j'avais à faire et pour être champion olympique. Donc je suis arrivé un tout petit peu trop vite dans la transition du 2e saut et donc j'arrive avec un placement un petit peu en retrait et sur rotation sur le saut du bas. Voilà, donc je pose un petit peu bas, ce qui me met à la faute et je finis 6e. Voilà, donc c'était très difficile. Mais voilà, après en revenant en arrière, sachant qu'après il restait encore des Coupes du Monde, donc c'est sûr que c'était très compliqué pour moi. Mais j'ai quand même relativisé. J'ai relativisé parce qu'en bas, déjà il y avait ma meilleure amie Sandra Laura qui a été médaillée olympique aux Jeux Olympiques de Turin, qui a été paraplégique dû à un accident de ski à Mont-Gabriel en 2007, qui était en bas, qui bossait pour une chaîne de télé en tant que consultante et qui était en pleurs. Et quand tu te dis que tu vois ta meilleure amie qui est dans un fauteuil en train de pleurer pour toi, tu relativises et tu te dis c'est pas grave, c'est que du sport. Après c'est sûr que c'est un petit peu frustrant quand on met tout en place, donc on est vraiment très près du but tout près du but, ouais. C'est après c'est comme ça, c'est le sport et je pense que c'est ce qui fait aussi la magie du sport et voilà. Ouais. Et tu parlais de ton ami qui a eu un accident. Ouais. C'est un sport quand même et tu l'as dit, où il y a énormément de traumatismes qui peuvent être parfois hyper dangereux. Comment est-ce que tu gères comment est-ce que tu affrontes la peur ou comment est-ce que tu affrontes justement un peu cette relation à la blessure, vu que en plus tu as eu tes problèmes de dos. Est-ce que tu as des petits conseils à donner pour justement en fait oublier un peu cette peur et savoir l'affronter? Après l'oublier, je pense qu'il faut pas l'oublier.
parce que c'est cette appréhension qui va peut-être permettre d'éviter des fois la blessure. Après, c'est sûr qu'il faut pas qu'elle pollue l'esprit. Je pense que pour éviter justement de trop y penser, il faut déjà d'être prêt physiquement, d'être rigoureux dans ce qu'on fait, de bien s'étirer, bien s'hydrater, bien manger, enfin voilà, d'optimiser au maximum. Et puis c'est vrai, quand les gens voient du ski de boss, ils disent c'est un sport de malade, vous arrivez, vous envoyez, mais en fait tout est calculé. Les sauts, avant on les prépare sur trampoline, après on les prépare en water jump, donc on saute sur une rampe synthétique, on pose dans l'eau en ski, on travaille après dans de la poudreuse. Donc tout est calculé, on n'est pas là à dire vas-y tiens je vais tenter un saut, non aux Jeux Olympiques ou même sur n'importe quelle coupe du monde ou n'importe quelle compétition, tout est calculé, on repère, on a 2, 3, 4 jours d'entraînement sur la piste avant de prendre le départ, donc c'est ça aussi qui je pense que le grand public doit savoir, hein. Nous on pose à un endroit, on pose à 20 cm près, 15-20 cm près, ouais. On sait exactement où on va poser. Après oui, c'est sûr que c'est un sport d'engagement, c'est un sport qui est traumatisant, mais bon après voilà, c'est une passion et il y a plein de sports comme ça et je pense que il y a certains profils qui sont plus faits pour des sports un peu casse-cou que d'autres aussi, ouais. Je pense. Il y a des gens qui ont essayé de te décourager d'ailleurs vis-à-vis de ça? Non. Après, je sais que ma mère appréhendait énormément. J'ai une mère qui est kiné, qui bossait en traumato, donc à l'hôpital Michalon à Grenoble. Donc, elle voyait un paquet de copains à moi pour qu'ils faisaient certains autres sports aussi engagés. Donc, oui, elle avait beaucoup d'appréhension, surtout après l'accident de Sandra. Elle se dit, ça aurait pu être aussi mon fils. Donc, c'est sûr que ça l'a travaillé énormément. Et de toute façon, au jeu de Sochi, quand je lui avais dit, que je l'ai appelé, je lui ai dit c'est bon, j'arrête, j'entre à la maison. J'ai senti à sa voix qu'elle était vraiment soulagée et que, ouais, voilà, ça lui a fait énormément de bien. Ok. Pourquoi tu as eu ce déclic un peu juste après Sochi de te dire que c'était le moment d'arrêter pour toi? Moi, mon objectif c'était d'aller chercher une médaille au jeu. Donc j'ai eu 2 années compliquées avec mon dos. J'ai essayé de revenir. Bon, je suis revenu, j'ai réussi à me qualifier aux Jeux Olympiques, mais je me suis blessé en fait. J'avais prévu d'arrêter juste après les Jeux. Je faisais les Jeux de Sochi et j'ai arrêté ma carrière. Et en fait, je me fais les ligaments croisés, rupture des ligaments croisés 24 heures avant la course aux entraînements. Dernier jour d'entraînement. En réception du 2e saut, réception en plus je pose parfaitement et mon genou il a lâché. Donc voilà, donc j'ai dit maintenant faut arrêter et on passe à autre chose, on tourne la page. Et puis faut relativiser, c'est pas très grave. Et puis j'avais aussi une reconversion qui me passionnait. Donc j'étais très excité aussi de rebondir et de passer aussi à autre chose. Ok. Donc tu avais déjà prévu ta reconversion? Ouais, en fait il y a une année transitoire où j'étais déjà en train de développer avec mon associé Olivier Hugo. Okay. On était en train de bosser sur des protos pour avoir un petit bébé au top pour le concours Lépine de 2014. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait quand tu as cette blessure, parce que les ligaments croisés c'est quand même assez lourd, ouais. On le voit beaucoup chez les skieurs, mais aussi chez les footballeurs ou les tennisman aussi, je crois. Tennisman, ouais, exactement. Et donc toi à ce moment-là, en fait, tu penses t'avais déjà un nouvel objectif pour te relancer, parce que on dit souvent que les blessures en fin de carrière c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a plus vraiment d'objectifs derrière pour se relancer, quoi. Ouais. Après moi j'ai vite relativisé et je voulais vraiment passer à autre chose, hein. J'en pouvais plus, hein. Et pour être très franc avec toi, je fais encore des cauchemars que je reprends des départs de course. Donc non, à la fin c'était plus du plaisir, c'était vraiment un objectif que je voulais atteindre et c'est peut-être pour ça aussi que mon corps m'a dit stop. Et quelque part je me suis blessé. Peut-être que mon corps il a dit ras-le-bol, stop, on arrête, je sais pas. Mais j'y crois, moi je pense que c'est peut-être ça. Donc, on dit souvent que l'intuition c'est les signes que le corps a compris mais que le cerveau refuse d'écouter. Donc tu vois.
Donc je pense. Et puis non, j'ai vite rebondi. Donc après on est allé au concours Lépine à Paris en 2014 et pour présenter justement donc l'Active Base, une assise dynamique en fait qui m'a permis de me rééduquer aussi durant ma carrière. Et Vas-y, juste avant que tu nous racontes un peu le concours Lépine, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Active Base et comment est-ce que tu as eu l'idée du coup avec ton associé? D'ailleurs, on mettra comme le podcast est très audio et pas très visuel. Ouais, bien sûr. Active Base, c'est une petite assise évolutive à 100%, réglable à 100%. Bon, bien sûr, réglable en hauteur de 48 à 65 cm. Et on va pouvoir après choisir des mobilités, créer de la mobilité par exemple sous l'assise ou au niveau du pied. Et l'objectif, ça va être vraiment de réactiver, de reprogrammer ces muscles propriocepteurs, les muscles stabilisateurs. Et de lutter en gros contre la sédentarité tout en étant productif au travail. C'est vraiment l'objectif. À la base, il était conçu pour ma rééducation. Donc c'est Olivier Hugou, mon associé, qui était venu me voir en centre de rééducation à Bouloris. Et je travaillais sur le Swiss Ball, là, le gros ballon, qui était pour moi pas adapté, où je pouvais pas bien sûr régler ma hauteur. Tu avais commencé par remplacer ta chaise par un Swiss Ball. Non, mais en fait le Swiss Ball, c'était quand je faisais des exercices de rééducation à Bouloris avec le kiné. Mais je pouvais pas placer mes pieds sous moi, je pouvais pas régler mon angle de travail et choisir mes mobilités. Pour moi, c'était des mobilités qui étaient un peu pâteaux, le Swiss Ball. Donc c'est Olivier qui est venu me voir avec quelques semaines après, il est revenu me voir avec un proto qu'il avait fait avec un tube de cadre de vélo, une biellette de direction de voiture, une planche en bois et une boule à chien pour donner de l'adhérence au niveau du pied. Et voilà, donc moi j'ai fait une partie de ma rééducation avec et ça m'a fait énormément de bien. Donc on s'est dit allez pourquoi pas se lancer et essayer. Donc on l'a fait tester à des spécialistes, des kinés, des médecins qui nous ont dit que le produit était canon, mais il fallait trouver une solution pour qu'il reste mobile sans tomber. Donc on a trouvé ces systèmes de cônes réglables, on allait pouvoir choisir nos mobilités et nos amplitudes en sécurité quelque part. OK. Voilà l'Active Base. Ça, c'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire, voilà. Et aujourd'hui, les gens l'utilisent pour travailler, pour exactement. Chez eux, Voilà, aussi bien pour de la rééducation. On travaille beaucoup avec les professionnels de santé, kiné, ostéo, chiro et j'en passe. Et maintenant aussi les entreprises pour lutter contre la sédentarité. On travaille même aussi avec des musiciens, avec des particuliers aussi qui par exemple peuvent manger chez eux avec ou travailler sur l'ordinateur aussi. Ouais. Bah écoute, moi je suis hyper content de te voir parce que moi je me suis mis à travailler debout là il y a 6 mois. D'accord. Tu vois, j'ai installé un bureau un petit peu plus debout. J'ai aussi utilisé pendant un petit moment une Swiss Ball aussi. Okay. Donc c'était pour ça que je voulais vraiment te rencontrer pour discuter de ça. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs quand même les dangers de la sédentarité, parce que c'est quelque chose dont on commence à en entendre parler. En France, ouais, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus sensibles. On voit d'ailleurs la pub de l'assurance maladie qui disent que le bon traitement c'est le mouvement, donc faut toujours rester mobile. Faut savoir qu'on est conçu pour bouger à la base. On est des nomades, on est là pour à la base on est là des chasseurs-cueilleurs. Et maintenant on va se retrouver derrière un poste de travail en position statique, 8 heures au boulot à peu près, 7-8 heures, et puis j'en passe aussi avec le déjeuner, le dîner, le petit déjeuner, assis, et puis aussi les transports en commun. Donc on est très 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 souvent assis en position statique. Donc l'objectif c'est de créer de la mobilité. Donc c'est sûr que c'est le mieux, c'est de pouvoir marcher toute la journée, mais c'est sûr que derrière son écran d'ordinateur c'est un petit peu plus compliqué. Donc nous on s'est dit que l'Active Base pouvait correspondre totalement à ça, de lutter contre la sédentarité, de créer des activations musculaires en douceur, sans sudation, tout en restant bien sûr productif et même encore plus concentré sur son poste de travail. Ok. Tu as des ressources un petit peu à recommander, soit aux lecteurs, soit un petit peu aux gens qui nous écoutent pour justement comprendre un petit peu les dangers de la sédentarité. Je sais qu'il y a un petit peu l'amnésie, il y a beaucoup l'amnésie des muscles fessiers qui sont quand même qui est très souvent remis en cause. Il y a aussi le déséquilibre du bas du dos, et après derrière ça crée des déséquilibres jusqu'en haut, quoi. Mais après on va aller sur du musculaire, mais en fait le problème de la sédentarité, il faut savoir que la sédentarité elle tue plus que le tabac dans le monde. Ces 50 dernières années, je crois qu'on a perdu 25% de notre capacité cardiaque, donc c'est quelque chose de monstrueux. À l'époque, nos grands-parents, ils allaient à l'école à pied, ils faisaient 10, 15, 20 km à pied par jour, voire plus pour aller à l'école.
Maintenant, les enfants on les pose devant l'école. À l'époque, on faisait des cabanes, on faisait des barrages, on allait aux champignons. Voilà. Maintenant, c'est quoi? C'est les jeux vidéo. Donc c'est toutes ces petites choses. Maintenant, on prend l'ascenseur, on prend les escalators, les transports en commun. Enfin, toutes ces petites choses qui font que on se sédentarise de plus en plus et on se pollue. On pollue notre corps. Et on va en fait tuer tous les systèmes, le système viscéral, le système circulatoire, musculaire aussi, les capteurs sensoriels, voilà. On va être, comment je peux dire, sans être trop grossier, mais on va être des loukoums, et c'est très mauvais pour tout en fait. On tue tout, le système cardiaque, on peut créer des maladies, voilà. Donc il faut bouger, il faut être actif, il faut être éveillé, et il faut pas. Moi tout à l'heure je suis allé prendre mon train, j'avais le tram devant moi, j'ai dit non, je marche, et j'y suis allé à pied. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qui font que on va se faire du bien en bougeant, en créant du mouvement. Et après, c'est sûr que derrière son poste de travail, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est sûr qu'avec, par exemple, l'Active Base, qui est une des solutions innovantes qui va permettre vraiment de personnaliser ses mobilités, ses amplitudes, tout en restant productif au travail. Ok. Voilà. Bon, on verra si on met un petit code promo pour les auditeurs. Si jamais, pourquoi pas. On en rediscute tout de suite après. C'est ça. Et c'est quoi du coup tes futurs challenges avec Active Base et juste avant qu'on parle de tes challenges, j'aimerais bien un peu que tu t'expliques un peu les points communs entre le sport et l'entrepreneuriat, parce que il y a quand même on commence à voir des sportifs qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours pensé que les sportifs de haut niveau devraient être entrepreneurs. Parce qu'ils ont été entrepreneurs dans leur carrière sportive avant, d'une certaine manière. Toi, c'est quoi un petit peu les points communs et qu'est-ce que tu retires de ta carrière sportive et que tu appliques aujourd'hui à ta vie d'entrepreneur? Alors, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui font beaucoup de sport, donc. Bien sûr. En fait, je me dis tous les jours, parce que c'est sûr d'être entrepreneur, c'est pas facile. Mais j'ai mis plus de 10 ans à être champion du monde de ski de boss. Donc voilà, donc déjà il y a de la patience. J'ai appris énormément à être patient, à être rigoureux aussi, persévérant. Aussi croire en soi, c'est important, et en son projet. Et puis il va y avoir des moments difficiles, et voilà, moi ça arrive qu'il y a des moments qui sont très très difficiles, mais j'essaie vraiment de retranscrire ma carrière sportive à l'entrepreneuriat. Et il y a des moments où j'avais envie de tout arrêter. Je disais je vais arrêter le ski, j'en ai marre. Contre-performance ou blessure par exemple, qui peut en faire partie. Et ça m'a vraiment aidé à me dire j'ai combien de temps j'ai mis à être au top, qu'est-ce que j'ai mis en place pour être au top. Donc j'essaie vraiment en fait de faire la même chose, rester patient, être réfléchi, ne pas se précipiter aussi, et d'essayer d'optimiser au maximum pour pouvoir être performant et avoir des bons résultats. Voilà, maintenant mes podiums, c'est d'attaquer, par exemple, de faire une démonstration dans une entreprise et bim, elle valide et elle me dit allez, je te fais une commande. Ça par exemple, voilà, là je me dis go, c'est top. Mais c'est pas facile tous les jours, c'est sûr, mais moi c'est passionnant. Nous on est parti d'une feuille blanche, donc c'est vraiment notre bébé. On a tout fait de A à Z, et c'est même aussi ce qui est super encourageant, c'est quand on a on reçoit des emails ou des personnes qui nous appellent juste pour nous dire merci, vous nous avez changé, vous nous faites du bien, et merci. Donc ça c'est pour moi c'est la plus belle des médailles. Ok, bon cool. Voilà. Et il y a des compétences que tu as dû apprendre justement et que tu n'avais pas du tout. Alors moi je suis plus sur le terrain à faire des démonstrations, donc c'est vraiment m'accaparer le produit, donc l'Active Base. Après j'utilise depuis plusieurs années, donc c'est un prolongement de moi maintenant, j'ai envie de te dire. Mais après on apprend tous les jours, de toute façon on apprend tous les jours, et savoir s'adapter son discours par rapport à la clientèle qu'on va avoir en face de nous, et puis au profil aussi, à la personne. On est tous différents, donc faut arriver à s'adapter. Et voilà, mais en tout cas moi ça me passionne, je me régale dans ce que je fais. Et quand après on parlera des objectifs, mais voilà, je te laisse
poser les autres questions. Non, mais alors, je voulais savoir un peu si tu avais suivi des formations ou si tu avais eu des trucs où tu t'étais mis à jour. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est le meilleur entrepreneur, c'est aussi celui qui est un peu autodidacte et qui apprend en faisant. Ouais, voilà. Je suis sur le terrain, beaucoup sur le terrain. Après, on est assez complémentaires avec mon associé Olivier. Ouais. Mais moi je trouve que on apprend beaucoup sur le terrain. Après c'est sûr que j'essaie de m'entourer des bonnes personnes, de prendre des conseils un petit peu de partout. Voilà. Okay. Mais après c'est vrai que des fois je me dis oulala, je patauge un peu dans la semoule. Bon, j'essaie de revenir un petit peu en arrière, tout remettre à plat. Mais voilà, on apprend. Bah ok, carrément. Et du coup je reviens à ma question là pour tes objectifs pour cette année 2019, 2020 et dans 10 ans, puisqu'on parle de 10 ans à chaque fois. Ouais, dans 10 ans, l'objectif c'est qu'il y ait des active bases dans le monde entier. Après, oui, qu'on puisse dériver le brevet en fait, parce que là on est sur une petite assise légère, démontable, facilement transportable. Elle est brevetée du coup ? Ouais, elle est brevetée. Mais après on pourrait en mettre par exemple dans les parcs de jeux, dans les aéroports, dans les gares, qui puissent plus être déplacés mais qui restent dans des endroits où on puisse plus les porter, mais qu'ils soient fixés au sol par exemple, qu'on puisse pas partir avec, mais qui gardent ses mobilités au niveau de l'assise, au niveau du pied. Ça c'est vraiment mes objectifs, et qu'on en ait de partout, qu'on en ait dans les écoles, qu'on en ait chez partout où qu'on aille, qu'on voie des active bases. Ça c'est vraiment mon objectif numéro 1. Ok, d'accord. Bon super chouette. Et du coup, j'arrive un petit peu aux questions de la fin. Est-ce que tu as un bouquin, un film que tu as lu récemment et qui t'inspire Alors, je lis pas beaucoup. Je lis pas beaucoup du tout, même très peu. Et je regarde très peu la télé. Et voilà, ça c'est très très rare. Après, un livre que j'ai lu qui m'a plu, c'est 40 ans de bonne conduite de Bruno Sabi, qui était un pilote automobile, qui est de ma région, une personne que j'apprécie énormément et qui a écrit un livre. Et moi j'avais un peu l'impression des fois je me suis reconnu sur certains points. Voilà. Il aborde quel sujet ? 40 ans de bonne conduite, j'imagine, c'est un peu du développement personnel ou... Ouais, et puis c'était un peu un enfant un peu hyper actif, un peu le même profil que moi, et qui a réussi à se canaliser, à faire une super carrière automobile, et voilà, je vous invite à le lire. Ok. Tu te souviens de ton plus gros échec, ta plus grosse déception ? Ma plus grosse déception, c'est les jeux de Vancouver, quand j'arrive en bas et que je vois 6e, je m'attendais pas à ce résultat-là. Donc c'est un bon gros coup de fusil dans le dos. Okay. Ça a été dur, mais j'ai assez vite tourné la page quand même. Ça a été quand même une belle déception. Et ton plus grand moment de joie dans le sport et l'entrepreneuriat ? Plus grand moment de joie dans le sport, ça a été mon premier podium en Coupe du Monde. Pas de victoire, mais podium en 2006 en Corée. J'étais vraiment content c'est là que je me suis dit allez, ça commence. Ok. Voilà. Et dans l'entrepreneuriat ? Dans l'entrepreneuriat, bon moment dans l'entrepreneuriat, des moments si forts que le sport, pour l'instant j'en ai pas. Vraiment, c'est ça pour moi le sport, il y a des émotions qui sont juste énormes. Après dans l'entrepreneuriat, oui, au concours Lépine, quand on a fait une médaille, c'était quand même c'était top, parce que on s'est dit on voit juste quelque part. Ok. Maintenant à nous de confirmer, d'être bon pour pouvoir le faire connaître et d'optimiser au maximum. Voilà. Ouais. Fais attention, parce que le concours Lépine, c'est tout vert ou tout rouge, tu vois. C'est soit ça devient derrière un super produit, soit derrière il y a des gros fours. Enfin, je dis ça en te chambrant, mais mais sur la bonne voie. Et après, nous, ça fait 2 ans qu'on est commercialisé, on en a vendu un peu plus de 5000. On est 3 à travailler dans la société. Donc on n'a aucune étude, on n'a pas fait d'études dans le marketing, dans la vente, dans quoi que ce soit. Donc on s'est vraiment débrouillé quelque part grossièrement. On est parti avec notre bite et notre couteau,
Et on en est là et on a des retours qui sont très très positifs. Donc s'il était si mauvais que ça, je pense que nos clients qui nous en ont acheté il y a 1 ou 2 ans ne nous en rachèteraient pas, ils nous en rachètent. Donc c'est que quelque part on est bon. Mais voilà, voilà. Ok. Bon, bah, si jamais il y a des gens qui sont, je sais pas si vous recrutez, mais en tout cas s'il y a des gens à qui le projet plaise et qui ont envie de s'intéresser plus profondément sur ActiveBase, je mettrai tous les liens dans la description. Et juste avant de terminer, je termine toujours avec la même question. Est-ce que tu as un sportif ou une sportive à la retraite ou pas à la retraite? J'aime bien, j'ai les deux, donc tu vois, il n'y a pas de problème. J'ai vraiment eu tous les univers. Tu vois, j'ai eu la chance d'avoir Marie-Amélie Le Fur qui est en paralympique et directrice du comité paralympique maintenant. Des sportifs qui sont actuellement en plein dans la réalisation de leurs objectifs, des retraités. Pas de, même ça peut même être des amateurs s'ils sont inspirants, je prends tout. Et je vais dire Cyril Marais. Ok. En judo. Ok. Tu le connais? Ouais. Ok. Et c'est une personne que j'apprécie particulièrement et qui a beaucoup d'humour, qui est très attachant. Et ouais, Cyril Marais. En plus, il est très souvent sur Paris, s'entraîne à l'INSEP, donc ce sera facile. Ok, trop cool. Bon, moi je te demanderai son contact hors ligne. Avec plaisir. Ça marche. Merci beaucoup Guilbaud. Avec grand plaisir. Ce fut vraiment un plaisir de t'interviewer et je te souhaite plein de bon courage avec ActiveBase. Merci beaucoup. Toi aussi. Salut, ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à aller lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me va droit au cœur. Je vous souhaite à la semaine prochaine pour une super interview.